Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Bonjour à tous, ici le juge Andrew Napolitano pour Judging Freedom. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 11 février 2026. Scott Ritter nous rejoint maintenant. Scott, avant que je ne vous parle de votre point de vue sur ce que le président Trump et le premier ministre Netanyahou discutent probablement en ce moment même, avez-vous une opinion ou une compréhension quant à savoir si le Kremlin a changé d'avis sur la crédibilité de l'administration Trump? Vous savez, Vladimir Poutine a dit un jour que, en tant que président, il n'a pas d'amis. Donc, votre question sur le fait de se détériorer implique qu'à un moment donné, Poutine pensait qu'il y avait de la douceur. Poutine est le dirigeant de la Russie et il dirige la Russie avec beaucoup de professionnalisme, ce qui veut dire qu'il prend toujours en compte les intérêts de son pays dans chacune de ses décisions. Alors, lorsqu'il y a une opportunité diplomatique, la Russie pourrait en profiter. Et rappelez-vous, Vladimir Poutine a toujours cherché à éviter la confrontation, à éviter le conflit. Et vous savez, il a prouvé à maintes reprises, même après la décision de lancer cette opération militaire spéciale, qu'il cherchait une solution de sortie viable. Pas une solution qui permettrait à l'Ukraine et à l'OTAN de conserver les capacités et la posture qui ont initialement motivé l'intervention russe, mais une qui reconnaît les sphères d'intérêt légitimes et l'influence de toutes les parties impliquées, y compris l'Ukraine. Donc je crois qu'il a gardé la porte ouverte. Quand vous faites de la diplomatie, vous présentez votre meilleur visage et vous adoptez une posture de réception. Mais je crois, en écoutant Lavrov parler, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, que vous avez rencontré et interviewé, parler de l'Alaska, on ressent de l'amertume dans sa voix. Et Lavrov est quelqu'un qui, vous savez, dissimule ses émotions. C'est un diplomate très professionnel et expérimenté. Mais l'amertume dans sa voix, lorsqu'il a évoqué le fait que Vladimir Poutine s'est rendu en Alaska, s'est assis avec Donald Trump et a fait des concessions douloureuses dans un effort pour mettre fin à cette guerre. Les détails des concessions faites ne sont pas connus, mais je pense qu'il est juste de dire qu'elles impliquaient probablement le gel de la ligne de front à Kherson et Zaporizhia en échange de la remise totale du Donbass à la Russie. Et cela aurait été une concession très difficile pour Poutine à faire, car constitutionnellement, c'est problématique. Il aurait dû revenir et faire face à une Douma et un Conseil fédéral qui ne seraient pas satisfaits qu'il prenne une décision constitutionnellement discutable. Il faut rappeler que Zaporizhia et Kherson sont, en vertu de la Constitution, entièrement considérés comme faisant partie de la Russie. Il a donc fait ses concessions en croyant que les États-Unis étaient sérieux quant aux négociations. Et puis, écoutez le mépris dans la voix de Lavrov lorsqu'il parle de la façon dont Trump est retourné à Washington, D.C. et a immédiatement reçu le groupe des 7 d'Europe et a commencé à renégocier l'accord qui avait déjà été conclu. Je pense que les Russes reconnaissent maintenant la réalité que les États-Unis ne sont pas un partenaire de négociation honnête et digne de confiance, pas un partenaire de négociation sérieux. Et puis, nous devons ajouter à cela ce que les Russes devraient évoquer davantage. Mais encore une fois, en raison de leur diplomatie, ils ne le font pas. Le 29 décembre et la tentative d'assassinat de Vladimir Poutine par 91 drones ukrainiens envoyés vers leur cible, la résidence du président par les renseignements de la CIA avec la connaissance du président des États-Unis. Je pense que les Russes se réveillent non seulement au fait que les États-Unis ne négocient pas de bonne foi, mais que la posture des États-Unis est fondée sur des politiques visant à faire tomber le régime de Vladimir Poutine. C'est ainsi que nous l'appelons. Nous ne parlons pas du gouvernement légitime de la Russie. C'est le régime de Vladimir Poutine, le faire tomber et le remplacer par un régime plus conforme aux États-Unis. Et je pense que les Russes se réveillent enfin face au fait que c'est la réalité. Et regardez le New Start. Je veux dire, il a expiré, mais le fait est que les États-Unis ne sont pas un négociateur digne de confiance.
Comment la Russie pourrait-elle même envisager des accords de contrôle des armements avec une nation qui cherche à battre stratégiquement la Russie et à utiliser les accords de contrôle des armements comme un moyen d'acquérir une supériorité ou une suprématie stratégique? Ce traité était fondamentalement vicié. Donald Trump a raison à ce sujet, mais il est vicié à cause des mensonges racontés par les États-Unis. À l'heure où nous parlons, juge, les États-Unis sont en train de réactiver jusqu'à 40 bombardiers B-52 qui étaient censés avoir été retirés du service en tant que système de livraison d'armes nucléaires. Et les Russes ont dit à l'époque, c'est du bluff. Si vous nous dites que ceux-ci sont déclassés, vous pouvez les réactiver. Et nous avons dit non, 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 c'est la vérité. Nous les réactivons parce que nous avons menti. Et nous faisons de même avec jusqu'à 24 tubes de lancement sur les sous-marins Trident. Des tubes de lancement qui étaient censés être définitivement déclassés dans le cadre du traité, nous les réactivons maintenant. Nous mentons sur tout ce que nous faisons et je pense que les Russes prennent conscience de cette réalité. Je vais diffuser un extrait de Sergei Lavrov. C'est une colère contenue, mais c'est une compréhension profonde, je pense, du gouvernement américain. Cela peut être. Du même discours auquel vous avez fait référence il y a quelques minutes, la question que je vais vous poser après que nous ayons regardé cela ensemble est, parle-t-il pour le président Poutine ou juste pour lui-même? Deuxième question. Le président Poutine a répété à plusieurs reprises que non, nous ne refusons pas d'utiliser le dollar. Sous Biden, les États-Unis ont tout fait pour transformer le dollar en une arme contre ceux qu'ils n'apprécient pas. Et je tiens à souligner que l'administration américaine, malgré les diverses déclarations publiques que nous avons entendues concernant la nécessité urgente de mettre fin à la guerre en Ukraine qui a été déclenchée initialement sous l'administration Biden. Nous devons parvenir à un accord, le retirer de l'agenda et alors des perspectives claires et prometteuses pour des investissements russo-américains mutuellement bénéfiques et d'autres coopérations s'ouvriront. Mais toutes les lois que Biden a adoptées pour punir la Russie après le début de l'opération militaire spéciale ne sont pas remises en question par l'administration Trump. Par exemple, en avril, la loi sur l'état d'urgence a été prolongée, dont l'essence est la punition de la Russie, l'imposition de sanctions contre la Russie, y compris le gel de nos réserves d'or et de devises étrangères. Cela est explicitement déclaré comme étant dû au comportement hostile de la Russie en politique étrangère. Et comme exemple, l'ingérence dans les élections américaines est citée, la même chose à laquelle le président Trump s'oppose catégoriquement quotidiennement. Et il rejette tout cela. Et les violations du droit international, des droits de l'homme, la liste est interminable. Tout cela est du pur bidenisme, que Trump et son équipe rejettent catégoriquement. Mais néanmoins, ils l'ont calmement prolongé. La loi des sanctions contre la Russie continue d'être en vigueur. Je pense qu'il a 100% raison. Parle-t-il pour lui-même ou pour le président Poutine, ou les deux? Eh bien, tout d'abord, Sergei Lavrov est le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, donc il ne parle pas en son nom. Lorsqu'il parle, il parle pour la Fédération de Russie, ce qui signifie que ses propos doivent être cohérents avec les politiques du président de la Russie. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'écart entre ce que dit Sergei Lavrov et ce que le président de la Russie croit également. Et en effet, si vous avez suivi le président russe comme je l'ai fait, ce sont les mêmes mots. Le président russe a dit les mêmes choses à maintes reprises. Vous savez, une phrase ici, une phrase là, une phrase ici. Ce que Sergei Lavrov a fait ici, c'est de les rassembler tous dans une déclaration cohérente de fait, de réalité que, vous savez, je dirais juste encore une fois, parce qu'il est diplomate, il est, vous savez, il est beaucoup plus prudent dans ses mots. L'administration Trump, homme pour homme, à l'exception possible de Tulsi Gabbard et J.D. Vance et peut-être RFK Jr., ils sont l'administration Biden en termes de politique russe. Ce sont des russophobes, ce sont des gens qui détestent la Russie. Ce sont des personnes qui ont activement travaillé sous l'administration Biden pour renverser le gouvernement de Vladimir Poutine. Souvenez-vous, Marco Rubio, notre actuel secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale, cumulant les deux fonctions constitutionnellement discutables, il a cherché en tant que sénateur à faire tomber la Russie. Il n'a jamais été un ami de la Russie, jamais quelqu'un pour promouvoir de bonnes relations. Scott Besson n'a jamais promu de bonnes relations, Besson. Il parle de mettre l'économie russe à genoux. Nous pouvons continuer sur cette voie. Il n'y a personne dans l'administration Trump qui, aujourd'hui, articule activement la nécessité de se libérer des politiques de l'administration Biden. Les politiques de l'administration Trump, telles qu'elles existent actuellement en termes de, vous savez, déclaration écrite reconnaissable, sont les politiques de l'administration Biden.
Donald Trump, en tant que président, avec une certaine marge de manœuvre exécutive, a dit ceci, a dit cela. Mais en fin de compte, ce que nous faisons aujourd'hui est la même chose que ce que nous faisions sous l'administration Biden, fournir des renseignements, fournir la capacité de frapper en profondeur. Nous avons fait pire. Trump a autorisé la CIA à utiliser des drones ukrainiens pour assassiner le président de la Russie, ce que l'administration Biden n'a jamais essayé de faire. Donc, vous savez, je voudrais juste rappeler à Sergei Lavrov, que je respecte profondément, qu'il n'y a personne dans l'administration Trump, même le président, qui a essayé de créer une distance entre, vous savez, les politiques de l'administration Biden et ce qui se passe aujourd'hui dans l'administration Trump. L'administration Trump continue de chercher la défaite stratégique de la Russie. Il continue de chercher la chute de la présidence de Vladimir Poutine. Wow! Et le taux de désapprobation de Trump est de 56%. Je ne sais pas si cela a jamais été ainsi depuis les profondeurs de Watergate en ce qui concerne Richard Nixon. Pour changer de sujet, à l'instant même, qu'attendez-vous du Premier ministre Netanyahou et de ses collègues qu'ils disent au président Trump? Eh bien, tout d'abord, nous devons comprendre qu'il n'y a encore une fois aucune distance entre Trump et Netanyahou en ce qui concerne l'Iran. Ils ont tous deux exprimé le changement de régime comme leur option préférée, et nous devons garder cela à l'esprit dans tout ce dont nous parlons en ce qui concerne la politique américaine en Iran. Donald Trump a autorisé les Israéliens à lancer une frappe de décapitation contre l'Iran en juin, qui a dépassé le cadre militaire, où ils ont réussi à décapiter certains officiers supérieurs. Ils ont essayé de tuer le président de l'Iran. Rappelez-vous, il a dû ramper hors d'un bâtiment qui s'effondrait à cause d'une bombe qui a frappé. Ils ont tenté de tuer le guide suprême de l'Iran, mais il avait changé d'endroit. Il n'est pas resté au même endroit. Il n'était pas là où il était censé être cette nuit-là. Ils veulent remplacer le régime. Aussi récemment qu'au début de ce mois-ci, vous aviez l'administration Trump parlait, vous savez, des Iraniens dans les rues. Nous devons renverser ce régime horrible. Ce régime doit partir. Il est temps de les remplacer. C'est la politique des États-Unis et c'est la politique d'Israël. Maintenant, la question est de savoir comment mettre en œuvre cette politique. Israël a clairement indiqué qu'il ne pouvait pas soutenir une guerre longue et prolongée avec l'Iran, qu'il pourrait absorber environ 700 missiles. Cela représente 3 à 5 jours de combat, et ensuite, l'Iran doit être mort. Le régime doit disparaître. Si cela va au-delà, la douleur devient trop difficile à supporter pour Israël. Et donc, Israël met en garde les États-Unis de ne pas commencer, vous comprenez ce que je dis, de ne pas commencer d'opération militaire tant que Trump n'est pas certain d'un résultat. Et il n'y a aucun moyen d'être certain. Vous savez, Donald Trump parle d'amener un deuxième porte-avions dans le mélange, le George W. Bush, ce serait l'Abraham Lincoln George W. Bush. L'opération Tempête du désert, qui était une campagne aérienne stratégique contre l'Irak en 1991, 6 porte-avions ont été déployés avec plusieurs escadrons de chasseurs et de bombardiers de l'armée de l'air, des milliers d'avions attaquant une nation qui est un quart de la taille de l'Iran et, vous savez, nous n'avons pas la capacité militaire de frapper. De plus, avec tous les avions que nous avons mobilisés contre l'Irak, nous n'avons pas pu détruire 19 lanceurs mobiles de Scud qui ont lancé 49 missiles contre Israël. Nous n'avons pas pu les intercepter. Maintenant, nous parlons de l'Iran qui a des milliers de lanceurs de missiles, des dizaines de milliers de missiles. Nous n'allons pas pouvoir stopper ça. Nous ne pouvons pas. Et donc, il ne parle pas de guerre. Tout le monde est là à dire « Oh, Biou, Netanyahou dit que Trump doit aller en guerre, doit attaquer. » C'est le contraire. Netanyahou dit « Que faisons-nous » Parce que nous savons tous les deux que nous ne pouvons pas attaquer l'Iran maintenant. Parce que si nous attaquons, l'Iran résistera à l'attaque. Ils détruiront Israël. Ils détruiront toutes les bases que nous avons. Je veux dire, nous avons 16 ravitailleurs à la base aérienne d'Al-Udeid. Les Iraniens, à l'heure actuelle, pourraient lancer une frappe préventive justifiable, reconnue par l'article 51, c'est-à-dire la légitime défense de la Charte des Nations Unies, en s'appuyant sur l'affaire Caroline, une décision de la Cour suprême à propos de la légitime défense préventive face à une menace imminente. Ces ravitailleurs sont là pour ravitailler les avions. Donald Trump, a dit qu'il allait les utiliser pour bombarder l'Iran. Vous n'avez pas à attendre l'attaque. Il y a une menace imminente. Éliminez-les. Il pourrait faire cela. Et s'il le faisait maintenant, nous perdrions tout parce que nous ne pouvons pas nous défendre contre cela. Nous ne pouvons pas nous défendre contre ce que les Iraniens vont lancer contre Israël. Nous ne pouvons pas nous défendre contre ce qu'ils vont lancer contre nous. Nous ne pouvons pas nous défendre contre ce qu'ils vont lancer contre la région. Et c'est l'autre voie ici aussi. L'Arabie Saoudite, l'Azerbaïdjan, le Koweït, les Émirats Arabes Unis. Toutes ces
nations productrices de pétrole et de gaz perdront la totalité de leur capacité de production d'énergie s'il y a un conflit régional majeur. Ce ne sera pas seulement dévastateur pour eux, mais pour le monde. Vous avez mentionné le taux de popularité ou d'impopularité de Donald Trump. Ça se passe mal maintenant à cause de certaines politiques intérieures qu'il a mises en place. S'il va en guerre contre l'Iran, il est fini. Il ne perdra pas seulement la Chambre, il pourrait très bien perdre le Sénat. Et s'il ne fait pas attention, il pourrait perdre le Sénat à un point tel qu'il pourrait être condamné une fois destitué, parce qu'il le sera, c'est sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si Donald Trump attaque l'Iran, il sera destitué parce qu'il perdra la Chambre. Et s'il attaque l'Iran et que nous avons des milliers de morts américains, nous aurons une économie effondrée parce que cet homme s'est lancé dans une guerre de choix qui aurait pu être évitée s'il avait été sérieux au sujet de la diplomatie. Eh bien, vous savez, nous n'aurions pas eu cela. Le peuple américain ne lui pardonnera pas. Ses partisans ne lui pardonneront pas. Il a fait campagne sur une plateforme de paix, évitant justement le type de conflit dans lequel il parle de nous entraîner. Et encore une fois, vous parlez de Lavrov, je vais finir avec ça. Vous savez, la déception avec Lavrov, pensez aux Iraniens un instant. L'Irakien doit s'asseoir avec Jared Kushner, qui n'est pas qualifié pour faire quoi que ce soit, pour être honnête, mais il est maintenant la moitié de l'équipe de négociation. Avant que Kushner n'aille au Moyen-Orient pour négocier, il rencontrait aux États-Unis des dirigeants de la diaspora iranienne pour créer le prochain gouvernement de l'Iran. Donc nous envoyons un homme pour négocier avec les Iraniens pour un résultat censé être équitable. En même temps, il complote activement avec des Iraniens de la diaspora, y compris le fils du Shah, l'ancien fils du Shah, pour créer un gouvernement, pour remplacer le gouvernement avec lequel il négocie. C'est de la stupidité, vous savez, c'est d'un autre niveau. Ensuite, vous avez Steve Witkoff qui décide que c'est une bonne idée, après avoir négocié avec les Iraniens, soi-disant de bonne foi, d'aller sur l'Abraham Lincoln. Notre négociateur marche sur le pont d'un porte-avions comme s'il disait aux Iraniens « Vous devez me craindre la prochaine fois que nous nous rencontrons, car j'ai la puissance de l'Abraham Lincoln derrière moi. Hourra, un porte-avions contre l'Iran. » Les Iraniens ne perdent pas le sommeil pour cela. Eh bien, que fera la Russie ? Que fera la Chine s'il y a une attaque majeure destinée à décapiter la direction de l'Iran ? Ils ne laisseront pas l'Iran être démantelé, ce qui est le rêve de Netanyahou. Eh bien, ils n'ont pas de pacte de défense mutuelle. Donc, vous savez, l'idée que la Russie va intervenir militairement du côté de l'Iran ou que la Chine va intervenir militairement est difficile à envisager, surtout maintenant avec la Russie profondément engagée dans ce conflit en Ukraine. Cela va dans leur sens, mais il y a un engagement lourd de ressources pour cela. Ils ont également dû développer leurs capacités militaires pour faire face à l'expansion de l'OTAN. Et donc, s'engager soudainement dans un conflit direct avec les États-Unis à propos de l'Iran, je pense que c'est un pont trop loin que la Russie ne va pas franchir. Et la Chine, vous savez, encore une fois, je ne vois pas la Chine projeter sa puissance militaire en Iran de cette manière. Ce qu'ils font, c'est fournir des informations de renseignement, fournir du matériel militaire qui s'est déjà avéré efficace. Je veux dire, demandez-vous comment les Iraniens sont devenus si familiers avec Starlink. Si familiers qu'ils sont capables de suivre l'intégralité de l'utilisation de Starlink par le Mossad et la CIA, les opposants lors de ces récentes révoltes, et de le désactiver instantanément. Ils n'ont pas ce genre d'expérience. La Russie l'a en Ukraine, et je pense que la Russie leur a fourni ce type de renseignements, y compris du matériel spécial qui permet la mise en œuvre de ce suivi et de cette désactivation. Je pense que les Russes fournissent tout un tas de choses aux Iraniens. Je ne voudrais pas être un pilote de bombardier B-2 survolant l'Iran dans cette prochaine affaire, parce que je pense que vous allez vous faire abattre. Je ne voudrais pas être un pilote de F-35 ou de F-22 pour la même raison. Vous savez, la Russie suit cela, traque cela. Ils ont déchiffré le U. Tout ce que nous faisons, y compris les signatures radar, etc. Et je crois que la Russie a ouvert les livres et fournit ces données aux Iraniens. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Les Chinois fournissent des données satellitaires réelles, concrètes. Les missiles iraniens sont actuellement ciblés exactement sur la localisation de tout. Il n'y aura pas de supposition. Et donc, vous savez, si le ballon monte, les missiles iraniens vont atteindre les cibles qu'ils visent. Leurs cibles seront basées sur des données de renseignements en temps réel collectées par la Chine. C'est ce que la Chine et la Russie font pour s'assurer que toute intervention des États-Unis et d'Israël sera extrêmement douloureuse. Et je crois aussi que les Russes font savoir aux États-Unis, peut-être pas les détails, mais l'essentiel de l'assistance, que vous allez prendre une raclée si vous y allez. Ça va faire mal. Maintenant, Donald Trump est trop arrogant. Vous savez, Pete Hegseth est tout simplement trop stupide.
Et ce sont des gens qui croient à leur propre propagande. Mais les chefs d'état-major ne sont pas stupides et arrogants. Ils sont réalistes et vous savez, ils ne sont pas arrivés là où ils sont en se trompant eux-mêmes ou en trompant les troupes qu'ils dirigent. Et je crois qu'ils ont déjà dit au président, nous ne pouvons pas gagner cette guerre, pas dans le délai que vous nous imposez. Le prix que nous allons payer sera prohibitif et il nous faudra une éternité pour rassembler les forces nécessaires pour vaincre l'Iran. Et d'ici là, il se peut qu'il ne reste plus rien à vous savez, sauver. La région sera en flammes. Et ensuite, quand nous interviendrons, il n'y a aucune garantie que nous allons gagner. Je rappelle juste, encore une fois à votre audience, que l'Iran se prépare à cette guerre depuis 2005, à l'époque où Dick Cheney exprimait le désir de mener une frappe pour changer de régime en Iran. À cette époque, l'Iran a divisé son pays en 12 ou 20 districts militaires capables de fonctionner indépendamment du contrôle de Téhéran. Donc nous pourrions frapper Téhéran avec des armes nucléaires et ces districts militaires indépendants continueraient à survivre. Nous pouvons les éliminer un par un. Ils ne se rendront pas collectivement. Il nous faudrait occuper tout l'Iran. Et rappelez-vous, chacun de ces districts militaires, en particulier ceux qui se trouvent à proximité de la Turquie et d'Israël, dispose d'une capacité de lancement de missiles balistiques indépendants, ce qui signifie qu'ils peuvent continuer les opérations militaires offensives jusqu'à ce qu'il n'ait plus de missiles, et ils ont des dizaines de milliers de missiles stockés. Les chefs d'état-major le savent. Ils informent le président des États-Unis, et c'est pourquoi le président n'a pas bombardé, parce qu'il ne peut pas bombarder, et 2 porte-avions ne lui donneront pas de levier pour changer ce calcul. Partagez-vous la peur de certains de vos collègues qui participent à ce programme, que cela pourrait devenir une guerre régionale qui impliquerait d'autres pays? Par exemple, que feraient les Turcs? Les Turcs vont se doter d'une arme nucléaire. C'est ce qu'ils vont faire. Le ministre turc des Affaires étrangères est resté silencieux lorsqu'on lui a posé cette question. Je veux dire, vous savez, c'est une conséquence de Trump permettant au New Start d'expirer. Les gens ne réalisent pas que c'est la fin du traité de non-prolifération nucléaire. Nous avons pris la mauvaise direction. Personne ne nous fait plus confiance. Personne ne fait confiance au traité. Et les nations vont commencer à acquérir des armes nucléaires. Vous savez, que ferait la Turquie? La Turquie va défendre ses propres intérêts. Vous savez, que fera l'Arabie Saoudite? Ils vont perdre leur champ pétrolier. Que va faire l'Azerbaïdjan? Ils vont perdre leur champ pétrolier. Si ça se produit, ça va mal tourner pour tout le monde impliqué. C'est pourquoi ça ne se produira pas. Je veux dire, oui, je partage mon inquiétude que si la situation dégénère, ce sera dévastateur, mais c'est pourquoi ça ne dégénérera pas, parce que je vais juste dire ça et je sais que je vais irriter tous vos partisans de Trump dans votre chat, mais je m'en fiche. Trump est un lâche moral et physique. Il n'a pas ce qu'il faut pour aller vraiment en guerre contre un ennemi qui peut riposter. L'Iran le mettrait à terre l'armée. Et Trump est aussi c'est un narcissique. Je veux dire, il est le genre de narcissique le plus, vous savez, malveillant. C'est une maladie mentale. C'est un homme qui veut changer le nom de la guerre moyenne, juste parce que, vous savez, je veux dire, quel genre de réflexion est-ce? Mais c'est un homme qui, vous savez, veut avoir un héritage de succès. Et il sait avec certitude que s'il va en guerre contre l'Iran et qu'il n'obtient pas une victoire rapide, alors sa présidence est terminée. Il finira sa vie en prison pourrissant ou dans une maison en résidence surveillée. Il sera l'homme qui a été destitué le plus de fois et probablement condamné. Donc, Donald Trump ne veut pas cela. Il n'a pas le courage. Si c'était un homme de conviction qui disait « Je crois vraiment que ce que nous faisons en Iran est juste », il dirait qu'on aille se faire voir, nous allons en guerre, et il se tiendrait devant le peuple américain et expliquerait pourquoi nous allons en guerre. Il ne va pas faire ça parce qu'il ne sait pas pourquoi nous allons en guerre. S'il creusait vraiment la question, il s'avérerait que nous sommes allés en guerre à cause d'Israël, et cela le condamne doublement. Donc Donald Trump n'a pas le courage et il n'a pas la conviction d'aller vraiment en guerre contre l'Iran. C'est ma conviction personnelle. Je ne pense pas que cet homme, vous savez, il sait quelle est la réalité et il n'y a pas de force qui pourrait être rassemblée de sitôt pour changer ce calcul. Il doit éliminer les Iraniens dans les 3 à 5 premiers jours de la guerre. Les Israéliens ont rendu ce chiffre très clair. Ils peuvent absorber 700 missiles balistiques iraniens ces 3 à 5 jours. Après ça, tout peut arriver. Israël est irréparablement endommagé. Netanyahou ne peut pas survivre politiquement. Et c'est pourquoi Israël dit « ne le faites pas ». Et en ce moment, Donald Trump, les chefs d'état-major lui disent « nous ». Ça va prendre des mois. Souvenez-vous. Est-ce que Trump écoute quelqu'un? Pas Hegseth ou Rubio ou Sébastien Gorka ou Stephen Miller, mais peut-être le général Kane? Entend-il quelqu'un lui donner une analyse articulée et très solide comme celle que vous venez de donner? Le général Kane lui dit que nous ne pouvons pas gagner cette guerre en 3 à 5 jours.
Vous savez, Trump a proposé, souvenez-vous, Trump il a essayé. Trump a dit, attaquons l'Iran maintenant. Mais c'était censé être une attaque rapide pour un changement de régime. Et les chefs d'état-major ont dit, nous n'avons aucune défense en place. Les Iraniens vont nous éliminer. Nous n'avons rien. B, nous n'avons pas assez de puissance militaire en place. Que voulez-vous faire? Vous savez, ce ne sera pas comme en juin, la guerre des 12 jours, où par perfidie, vous aviez les Iraniens dormant dans leur lit quand Israël a attaqué en utilisant nos renseignements. Eux, les Iraniens sont prêts. Leur leadership est, vous savez, divisé et caché. Leurs missiles sont sortis, ciblés, prêts à être lancés. Mais nous n'avons pas la capacité militaire pour les éliminer. Nous pouvons entrer là-bas, bombarder quelques cibles, puis ils vont nous éliminer. Arrêtez. Et c'est pourquoi il a arrêté. L'Instagram, vous vous souvenez que l'Instagram courait partout en ricanant, gloussant sur comment cela allait se passer. Je n'ai jamais été aussi fier de ce président. C'est Ronald Reagan. Il a fait, c'est la meilleure chose au monde. Et maintenant, l'Instagram regarde et se dit, vous savez, nous ferions mieux de faire quelque chose parce que nous leur avons donné notre parole. Le peuple iranien a reçu notre parole. Et maintenant, il critique Trump, mais la réalité est que Donald Trump, c'est des chefs d'état-major, que nous ne pouvons pas éliminer l'Iran et Israël ne peut pas éliminer l'Iran. Donc il n'y a pas de raison d'essayer. Si vous allez frapper le roi, tuer le roi, ils ne peuvent pas tuer le roi iranien, donc ils ne vont pas bombarder. C'est ma conclusion. Wow. Mais il sera sous une énorme pression, peut-être de la coercition. Qui sait ce que Netanyahou a dans sa mallette? Il sera certainement sous pression de Madame Adelson et ses copains milliardaires, pour se plier à ce que Bibi veut. Est-ce que Netanyahou reconnaît ou pensez-vous comprendre la pensée de cet homme aussi tordu qu'elle soit? Pensez-vous que Netanyahou comprend que cela pourrait être une condamnation à mort pour Israël tel qu'il le connaît? Il a déjà dit cela à Trump. Rappelez-vous, c'est Netanyahou qui a arrêté la dernière attaque. Souvenez-vous des gros titres. Israël et l'Arabie Saoudite appellent Trump en disant « N'attaquez pas Israël ». Pourquoi? Parce que l'Israël de Netanyahou, c'est Netanyahou qui a donné à Trump le chiffre de 700. Nous pouvons absorber 700 missiles, pas plus que ça. Tout ce qui dépasse cela, et cela devient, vous savez, difficile pour nous de continuer à survivre en tant qu'État-nation moderne, et devient presque impossible pour moi de survivre politiquement. Cela doit être un coup décisif. Donc c'est une norme établie par Netanyahou. Il ne vient pas avec un plan d'attaque maître en disant « Oh, si nous faisons ceci, nous faisons cela ». Netanyahou sait quelles sont les règles. Il vient pour s'assurer que Trump ne négocie rien, pour s'assurer que Trump reste dans le scénario, que la négociation nucléaire n'est pas destinée à trouver une solution au problème, mais à prolonger le délai. Nous ne sommes pas ici pour résoudre les différends entre l'Iran et les États-Unis. Nous sommes ici pour brouiller les pistes, pour nous assurer qu'il n'y a pas d'accord final, qu'il n'y a pas de règlement final, afin que, lorsque le moment viendra, si la situation change, si la CIA et le Mossad peuvent à nouveau ressusciter ces différentes cellules à l'intérieur de l'Iran qui peuvent se soulever et défier le régime, que lorsque le moment viendra, vous savez, nous serons prêts à frapper. Ce qu'Israël ne veut pas, c'est que les États-Unis s'écartent du chemin. C'est pourquoi Netanyahou a rencontré Kouchner et Witko. Je veux dire, cette cabale sioniste là-bas, c'est écœurant. Je ne suis pas antisémite. Je ne veux rien impliquer d'autre que l'énoncé d'un fait. Quand vous avez des membres sionistes pro-Israël de l'administration Trump qui rencontrent Bibi Netanyahou et qui planifient cela montre clairement pour qui l'Amérique travaille. L'Amérique ne travaille pas pour le peuple américain. Nous travaillons pour l'intérêt d'Israël. Et en ce moment, Israël dit au président des États-Unis de ne pas faire la seule chose qui serait bonne pour le peuple américain. Ce serait bien pour le peuple américain d'avoir un accord avec l'Iran pour apporter la paix et la stabilité dans la région. Ce serait bon pour le peuple américain. Donald Trump ne sera pas autorisé à le faire. Il devra continuer à brouiller les pistes pour prolonger cela afin de s'assurer qu'il n'y ait jamais d'accord viable avec l'Iran et cela laisse la porte ouverte à une action militaire à l'avenir. Scott Ritter, merci beaucoup mon cher ami. Une analyse brillante, douée et courageuse si jamais j'en ai entendu une. Chris me rappelle que notre sénateur préféré de Caroline du Sud a qualifié Trump de Ronald Reagan plus dans cette lamentation qu'il est. Moitié lamentation, moitié encouragement, déclaration absurde qu'il a faite sur Fox News dimanche. Je n'ai même pas le courage de vous retourner l'estomac en la jouant à nouveau. Mais merci Scott. Eh bien, tout ce dont nous avons besoin, c'est de le montrer en train de remuer ses pieds en arrière-plan. Et je veux dire, j'adore le fait que l'Instagram soit si mal à l'aise en ce moment. Ça apporte de la joie à ma vie. Donc c'est la seule bonne chose qui en est sortie, c'est que l'incapacité de Donald Trump à frapper l'Iran rend l'Instagram mal à l'aise. Eh bien, nous verrons où cela mène. Si cela se produit, nous aurons besoin de vous à l'antenne immédiatement. Mais merci, mon cher ami. Tous mes vœux de réussite pour vous. Merci. Bien sûr. Quel phénomène. Quel brillant orateur de la situation actuelle dans laquelle Donald Trump a plongé le pays.
encore une pour vous aujourd'hui sur le même sujet. La paix avec l'Iran est-elle possible avec Trump à la Maison-Blanche? 3 heures. Professeur Jeffrey Sachs, Jonathan Poltaner pour Judging Freedom. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table, des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri,